Personne de la prochaine table ronde de me rejoindre. Donc, Madame Zhang, là, Monsieur Taré, Monsieur Pasquier, Monsieur Nataf et Monsieur Christian de Pertuis, s'il est toujours là. Bonjour, parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, on s'est parlé au téléphone. Donc, on va parler, si vous le voulez bien, de puits carbone. Avant de rentrer dans les enjeux, puis vous allez voir, on va voyager, on va partir des enjeux. On va partir du réglementaire et on va aussi arriver sur la dernière intervention au sud de l'Europe, dans un continent où il y a des enjeux tout à fait importants et exceptionnels. Avant de donner la parole à M. Depertuis, je vais juste donner une bonne nouvelle, un peu dans la suite de ce qui vient de vous être dit par M. Renaudin, je crois. Moi, je suis un éternel optimiste et j'ai vu il y a 2 jours une information que j'ai plaisir à vous donner. On a peut-être atteint le pic d'émissions de CO2 en Chine en 2024. Vous allez me dire, mais il est fou. Eh bien, peut-être pas. Il y a 2 jours est sortie une étude qui montre que la Chine est à 135 gigawatts de puissance installée d'énergie renouvelable, soit 25% de plus en un semestre 2024, premier semestre 2024, par rapport au premier semestre 2023. C'est tout à fait incroyable, cette progression. Et en parallèle, et c'est la meilleure nouvelle, pour la première fois, les demandes d'autorisation de centrales charbon ne sont pas nulles malheureusement encore, mais sont beaucoup, beaucoup plus faibles, 80% plus faibles qu'il y a 1 an. C'est un vrai espoir. On commence en Chine à parler de déconstruire des centrales charbon. C'est peut-être pas pour 2025, mais c'est sans doute pour un horizon qui sera d'autant plus rapide qu'on aura fait un progrès énorme en Chine sur la progression des énergies renouvelables. Et quand on voit les trajectoires, on peut peut-être ne pas douter d'eux. Voilà, je voulais vous passer ce message important. Passez le micro tout de suite, parce que je vais essayer d'être sobre en tant qu'animateur, à Monsieur Depertuis pour nous parler des enjeux, je crois, des puits carbone. Bien, bonjour à tous. Comment ça se passe pour les slides? Ils les mettent là? Ouais. Je sais pas. Bon, on va voir. Bon, ils m'ont demandé de préparer des slides. J'ai quelques images, mais s'il n'y a pas d'images, on fera sans images. Alors. Ah, c'est moi qui suis supposé les passer, peut-être. Voilà, toc, c'est bon. Alors ce matin, je vous ai parlé plutôt de ce qui est en bleu, qui concerne l'énergie et la sortie des fossiles. Mais à mes yeux, je suis ravi d'intervenir après la table ronde que j'ai en route. Évidemment, on voit bien que si on veut réussir la transition écologique par rapport au climat, il n'y a aucune chance d'y parvenir si on ne tient pas compte du carbone vivant. Et le carbone vivant, c'est évidemment l'extraordinaire diversité du vivant dans lequel on est. Alors, il y a 3 grands points qui rattachent le vivant, la biodiversité au climat. Il y a d'abord l'ensemble des systèmes agricoles et alimentaires. Je ne vais pas en parler. Il y a les interactions climat-biodiversité, je ne vais pas en parler. Je vais me focaliser sur le point protéger les puits de carbone. Parce qu'on parle beaucoup de captage et stockage du CO2, de techniques, mais je crois qu'un enjeu majeur pour le climat, c'est effectivement de protéger les puits de carbone existants. Quelques données de base. Lorsqu'on envoie 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous en avez à peu près 30% qui vont être stockés par les forêts, les plantes et les sols, et un peu plus d'un quart, 26%, qui vont être stockés par l'océan. Le reste, ça va dans l'atmosphère. Vous voyez que si on a une diminution de l'efficacité des puits de carbone naturels, le niveau de nos émissions va accélérer considérablement le réchauffement climatique. Donc à mes yeux, la première des priorités pour gagner la bataille du climat, ça va être de protéger ces puits de carbone naturels, les forêts, les sols notamment via l'agriculture, et puis les océans. Alors très rapidement, parce que si j'ai bien compris, le temps nous est compté. Sur les forêts, j'ai appris et enseigné pendant longtemps qu'il y avait un problème de déforestation dans le monde qui est un impact anthropique. Et effectivement, vous l'avez sur le diagramme, pendant très longtemps, les forêts tempérées ont été dévastées par l'empreinte humaine dans les pays tempérés, et depuis 1950, c'est
essentiellement les forêts tropicales. La première cause de déforestation a été, est et sera l'extension des surfaces consacrées à l'agriculture et à l'élevage. C'est très important. Ce n'est pas le bois que vous allez avoir sur vos tables, etc. C'est effectivement le phénomène majeur de la déforestation, c'est l'extension des surfaces pour l'agriculture et l'élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à court et moyen terme sur l'arrêt de la déforestation qui ne passe pas par des changements des pratiques agricoles. Mais le fait nouveau, c'est qu'il ne suffit pas de regarder les surfaces. On est, par rapport au puits de carbone terrestre, devant un enjeu majeur, c'est que le réchauffement climatique qui est déjà en cours, qui va se poursuivre pendant au moins 2 à 3 décennies, quelle que soit la rapidité de la baisse de nos émissions, accentue la difficulté des forêts existantes à stocker le carbone. C'est ce qu'on appelle la dégradation des puits de carbone. Et c'est illustré par ce slide sur la France. Ça, c'est la forêt vosgienne. La forêt vosgienne est exportatrice nette de carbone depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que les arbres sont fatigués, les arbres ont supporté des sécheresses à répétition et surtout, ils sont attaqués par des invasifs nouveaux, notamment les scolites, qui réduisent leur croissance. Le résultat, c'est que vous avez sur la courbe une évolution de la quantité de CO2 qui est stockée par les forêts françaises. On a perdu pratiquement 2/3 de la capacité de stockage en 10 ans. Et c'est vrai sur l'ensemble des massifs forestiers tempérés, encore plus grave souvent sur les massifs de forêt boréale. Les forêts existantes perdent leur capacité de stockage. Il est donc urgent, je ne dis pas qu'il ne faut pas planter des arbres, mais avant d'imaginer planter des arbres, il faut protéger les massifs existants, sinon on s'expose à des dangers considérables. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez l'ensemble de la biosphère terrestre, les arbres, les sols, les plantes, vous avez 4 fois plus de carbone dans la biosphère terrestre que dans l'atmosphère. Donc si on ne protège pas cette capacité à capturer le CO2, on aura des fuites de carbone qui vont énormément accélérer le réchauffement climatique dans une rétroaction extrêmement grave. Voilà. Donc ça, c'est sur la biosphère terrestre. Et évidemment, je rejoins tout ce que j'ai entendu dire sur la biodiversité. Car protéger les puits de carbone forestiers, protéger la capacité des sols à stocker le carbone, c'est en fait reconstruire de la biodiversité sur de très grands espaces. Et je voudrais juste apporter un complément à ce que j'ai entendu tout à l'heure. L'essentiel des espaces qu'il faut protéger, c'est les forêts, les espaces agricoles. C'est là où se trouve l'énorme quantité de carbone qui peut rentrer ou sortir. Juste à titre d'information, les superficies artificialisées dans lesquelles nous vivons ou sur lesquelles nous nous transportons, etc., c'est moins de 1% de l'espace disponible sur la planète. Le puits de carbone océanique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais ayez d'abord un ordre de grandeur en tête. Je vous ai dit tout à l'heure, la biosphère terrestre, c'est 4 fois le carbone qui est dans l'atmosphère. L'océan, c'est 48 fois. Donc la protection du puits de carbone océanique est un enjeu majeur à moyen et long terme. Et du reste, si vous regardez les évolutions de très long terme sur les liens entre le climat et la planète, vous verrez que l'océan a joué un rôle majeur, y compris dès le début dans l'éclosion de la Terre, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de La Rochelle. Alors la protection des puits de carbone océaniques, là, tout simplement, c'est un angle mort des politiques climatiques. Quand on fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France ou n'importe où pour les pays qui sont dans le système des Nations Unies, on essaye bien de comptabiliser, ce n'est pas très commode, ça a été dit tout à l'heure, les flux de carbone qui partent dans l'atmosphère ou qui sont stockés par la biosphère, par les forêts, par les prairies, ceux qui sont réjectés. Mais l'océan, on ne le compte pas. Donc je pense que ça va devenir un enjeu majeur. Et l'océan,
il va falloir agir comme pour la biosphère, d'abord sur des rétroactions climatiques. Pourquoi? Parce que, pas de chance, l'eau froide absorbe mieux le carbone atmosphérique que l'eau chaude. Oui, j'ai presque terminé. Donc le réchauffement accentue la difficulté d'absorber le CO2, et puis surtout parce que la biodiversité marine permet de transporter le carbone qui a été absorbé en surface vers les fonds marins, et cette pompe à carbone est en partie menacée par des impacts anthropiques. Je terminerai juste par l'exemple de ce magnifique animal qui est la loutre marine. La loutre marine, c'est un animal que les hommes ont failli totalement exterminer parce que la pelure est extrêmement précieuse pour faire des vêtements, des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on détruit la loutre marine? Les proies de la loutre marine prolifèrent. Et qu'est-ce que mange la loutre marine? Des oursins. Les oursins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les algues. Donc lorsqu'on détruit la loutre marine, on perturbe le système de biodiversité marine, on fait proliférer les algues, et donc ça va modifier complètement la capacité. Au contraire, on va réduire les algues puisqu'ils seront mangés par les... Oui, en voulant aller trop vite, je me mélange les pinceaux. Je répète, lorsqu'on extermine la loutre marine, les proies prolifèrent, ce sont des oursins, ils mangent les algues, l'océan perd sa capacité de stockage, car les algues sont comme les forêts, mais simplement sous l'eau, grâce à la photosynthèse, des grands absorbeurs de CO2. Donc, protégeons les puits de carbone, à la fois sur Terre et sur les océans. Merci de votre attention. Merci, monsieur de Pertuis. C'est toujours aussi brillant sur le fond et sur la forme. Vous avez bien posé les dangers que représentent ces pertes de puits de carbone ou de qualité de puits de carbone. Je crois que Madame Zhang, vous allez désormais évoquer avec nous, c'est vous qui êtes supposé passer maintenant, l'article 6, les mécanismes internationaux, le réglementaire un peu, et puis aussi les outils financiers nécessaires pour essayer de trouver des solutions. Vous pouvez vous mettre derrière le pupitre si vous voulez, où vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver autour de OCNT et à La Rochelle. Nous allons parler de puits carbone sous angle de finances climatiques et finances carbone et quelques outils qui pourraient contribuer à l'accélération de ces solutions. Depuis l'accord de Paris, nous avons fixé l'objectif impératif de limiter la hausse de température à moins de 2 degrés d'ici fin du siècle. À partir de là, pour atteindre ces objectifs, il faut absolument combiner 2 actions. Donc, réduire drastiquement des émissions et aussi capturer et stocker du carbone présent déjà dans l'atmosphère. Sans ces 2 solutions combinées, on ne pourra pas atteindre l'objectif de Paris. Et en termes de séquestration carbone, capture, stockage, la demande annuelle estimée nécessaire pour à l'horizon 2030 est estimée entre 40 et 200 millions de tonnes par an, alors que l'offre actuelle estimée et prononcée n'est que estimée entre 15 et 32 millions de tonnes. Donc le gap est extrêmement important. Ce qui signifie aussi, pour certains investisseurs présents dans la salle, il y a des opportunités aussi importantes pour investir dans ce secteur-là. Il y a des multitudes de manières de capturer, de stocker du carbone selon leur process de captage, selon le pool de stockage, selon leur maturité technique, technologique ou la durée de stockage carbone. On peut néanmoins distinguer 2 grandes typologies, donc les solutions basées sur la nature, tous les projets liés aux forêts, l'océan, les zones humides, etc.
et les solutions basées sur la technologie. Alors, regardons un peu le financement. Donc, d'une manière très big picture. Donc, ici, on parle de finance climat, les flux de finance climat mondial annuels. Entre 2021 et 2022, dans le monde entier, il y a un peu plus de 1200 milliards de dollars utilisés pour des solutions, soit atténuation, soit adaptation au changement climatique. En chiffres absolus, ça a l'air beaucoup, mais si on regarde le besoin estimé, estimé pour atteindre aux objectifs de l'accord de Paris, on est encore très très loin. Donc, il va falloir multiplier entre 5 et 10 fois cet effort de financement pour être conforme aux objectifs de l'accord de Paris. Et si on regarde un peu plus près ce qui se passe en Europe, dans le secteur de captage et de stockage carbone, parmi tous les projets annoncés publiquement dans ce secteur-là, il y a à peu près que la moitié qui sont financés aujourd'hui. Donc, il manque toujours du financement. Enfin, je parle de l'horizon 2030. Alors, qui est en train de financer quoi? Donc, ici, on trace le flux d'investissement depuis ses origines jusqu'à sa destination. Il y a plusieurs typologies d'investisseurs et de fonds assez classiques, hein, comme private equity, les fonds venture capital, les fonds publics ou des financements corporate. On constate en termes d'utilisation, deux types de solutions ont capté plus d'attention auprès des investisseurs. J'entends toujours dans ce scope de séquestration carbone. Donc, les deux catégories qui ont capté plus d'investissement aujourd'hui, ce sont des solutions de TAC, donc des solutions d'élimination carbone atmosphérique directe et les solutions liées à la forêt. Et puis, depuis quelques années, aussi la solution de production de biochar qui est assez bien vue par les investisseurs également, qui sont en train de monter. Mais pour les investisseurs, pour mettre de l'argent dans des projets de séquestration, de captage carbone, ce n'est pas toujours évident parce que les projets sont souvent pas très viables économiquement, liés à différentes raisons, les zones géographiques, la maturité technologique, etc. À ce moment-là, la finance carbone pourrait être une solution qui permet d'augmenter la solidité du projet en termes de rentabilité et augmenter sa faisabilité économique. Si on parle de finance carbone, il est important de mentionner qu'il y a deux marchés, donc marché réglementaire et marché volontaire. Les marchés réglementaires d'ordre de grandeur, hein, c'est à peu près 100 milliards de dollars par an dans le monde, et marché volontaire assez petit, 2 milliards par an. Pour le marché réglementaire, souvent c'est gouverné par une institution centrale qui définit des règles, et marché volontaire, souvent géré par un organisme privé ou un ONG, et les participants n'ont aucune obligation légale liée à sa participation. C'est un paysage assez complexe. Ici, une carte mondiale de prix de carbone. On peut constater une tonne de carbone
de quelques dollars par tonne jusqu'aux plusieurs centaines de dollars par tonne. Et puis, les mécanismes sont différents aussi. En bleu, ici sur la carte, que ce soit foncé ou bleu clair, sont des juridictions où il y a un mécanisme d'échange de quotas en place. Et en rouge, sont des pays où il y a une taxe carbone en place. Et parfois, il y a les deux mécanismes en même temps sur le même pays. Je vais accélérer. L'article 6 va jouer un rôle très important dans le futur marché de carbone qui est en train de se former, de se structurer. Il y a en gros l'article 6.2 qui donne les règles de jeu pour une coopération bilatérale entre les pays qui pourraient s'échanger des résultats de réduction. 6.4 aujourd'hui n'est pas encore opérationnel, est considéré comme le successeur de mécanismes Kyoto, les projets CTM. Le logique, je vais terminer par ça, la logique fondamentale de l'article 6 est de permettre à chaque pays d'élever ses ambitions climatiques et récompenser ses efforts supplémentaires par des échanges monétaires entre les pays. Aussi, l'autre logique fondamentale, c'est d'avoir un point de vue global, c'est-à-dire une approche coopération entre les pays permet de réduire drastiquement le coût de réduction de manière globale, parce que chaque pays a ses spécificités. Parfois, réduire dans un endroit donné coûte 10 fois, voire 100 fois plus cher que de réduire dans un autre pays. Donc, ce sont des mécanismes qui permettent d'aller atteindre l'objectif de Paris plus vite et de manière plus ambitieuse. Voilà, merci et je serai ravie de discuter avec vous sur les détails ultérieurement. Merci. Merci beaucoup, Madame Zhang. Juste une petite question rapide, peut-être pour vous deux, je ne sais pas. Si je mets en perspective vos deux animations, vos deux présentations, est-ce qu'on peut imaginer qu'une partie de la finance mondiale est fléchée aujourd'hui vers la préservation des puits naturels plutôt que vers des solutions de réparation? Oui, ça existe déjà, tous les mécanismes. En nombre suffisant ou pas? En nombre totalement symbolique par rapport à l'enjeu de la protection des puits de carbone. Monsieur Touré, Veolia, je crois, à vous de jouer. On va avoir deux exemples d'actions concrètes de groupes français importants. Et ensuite, promis, on voyage un peu plus au sud de l'Europe. Oui, et avant de parler de puits de carbone proprement dit, je voudrais souligner à nouveau que notre priorité doit être bien sûr de prévenir et de réduire les émissions de carbone. Et pour ça, de déployer toutes les solutions possibles qui existent. Chez Veolia, nous le faisons dans nos activités de gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, en investissant dans des solutions pour nos clients ou pour nous-mêmes, telles que l'efficacité énergétique. Et là, l'intelligence artificielle nous permet d'accélérer à grands pas sur un sujet comme celui-là. En produisant des énergies renouvelables, nous installons par exemple des panneaux solaires photovoltaïques sur nos décharges. Nous produisons du biogaz à partir de nos boues d'épuration, à partir de déchets organiques. Nous capturons le biogaz sur les centres de stockage de déchets. Et là, ça a un gros impact en matière d'émissions climatiques. Le méthane a un pouvoir réchauffant très élevé, comme vous le savez sans doute. Et ça nous permet en plus de produire plus d'énergie. Autre solution, les réseaux de chaleur nouvelle génération qui utilisent différentes sources d'énergie renouvelables. Le solaire, la géothermie, l'énergie fatale des industries, des eaux usées, etc. Et puis, un levier qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de la prévention, de la réduction et du recyclage des déchets. Juste pour vous donner un exemple, quand on recycle une tonne de plastique et qu'on utilise ce plastique recyclé au lieu d'une tonne de plastique vierge, eh bien, on permet d'éviter plus d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Alors, bien sûr, ce ne sera pas suffisant, toutes ces solutions ne seront pas suffisantes et je rejoins tout ce qui a déjà été dit sur la nécessité de
de recourir à des puits de carbone pour neutraliser le talon incompressible d'émissions dont on sait qu'on n'arrivera pas à les abattre, notamment dans des secteurs difficiles à décarboner, dans certains segments de l'industrie lourde notamment. Alors, nous explorons chez Veolia différentes voies innovantes de puits de carbone que nous pourrions mobiliser en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et nous avons une chance chez Veolia, c'est qu'à travers les biodéchets, les déchets verts que nous collectons, à travers les composts, les boues d'épuration que nous produisons, eh bien, nous avons accès à un gisement de carbone biogénique, c'est-à-dire qu'il est directement issu de matière organique qui a capté le carbone à travers la photosynthèse et qui, s'il est séquestré, bien, revient à retirer du CO2 de l'atmosphère. Et donc, nous évaluons différentes solutions qui permettent à la fois de neutraliser les émissions difficiles à abattre et puis d'être en mesure de les monétiser. On a parlé tout à l'heure de crédit carbone, donc les monétiser en crédit carbone pour des acteurs qui en ont besoin pour neutraliser leurs émissions incompressibles. Et tous ces travaux, on est vraiment dans le domaine de l'innovation parce que les modèles économiques ne sont pas encore complètement établis. Ils nous amènent à nous poser de nombreuses questions sur notre capacité à les mettre à l'échelle, à leur trouver un modèle économique, sur la temporalité des investissements réalisés par rapport aux évolutions technologiques que l'on observe. Je vais me concentrer sur les puits de carbone naturels parce que je fais partie de ceux qui considèrent que les solutions fondées sur la nature sont souvent les plus efficaces, et à commencer par le retour au sol du carbone. Vous le savez sans doute, le potentiel de stockage du carbone dans les sols est considérable, et vous avez sans doute entendu parler d'une initiative qui a été lancée par la France lors de la COP21, qui s'appelle 4 pour 1000 sur les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Une initiative qui repose sur une donnée simple, c'est qu'un taux de croissance annuel du stock de carbone mondial dans les sols de 4 pour 1000 seulement permettrait de compenser pratiquement les émissions de CO2 fossiles ou l'augmentation annuelle des émissions de CO2 fossiles dans l'atmosphère. Et donc, comment stocker davantage de carbone dans les sols? Eh bien, dans les solutions que nous pouvons proposer chez Veolia, c'est d'utiliser des engrais organiques produits à partir de déchets organiques, de boue, de compost, et à travers ces engrais, d'enrichir les sols et d'accroître leur capacité justement à séquestrer du CO2. On a parlé tout à l'heure du label bas carbone, donc qui établit un standard en France pour calculer cette contribution et qui ouvre une voie pour la rétribution des agriculteurs qui s'engagent dans cette voie vertueuse pour les sols et le climat. Et fort de notre expérience dans la valorisation agronomique des déchets organiques, des boues, des composts, nous faisons partie des premiers financeurs de l'APAD, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, qui a lancé un projet qui s'appelle Du carbone au cœur des sols et qui vise à proposer une sorte de crédit carbone premium qui allie la restauration des sols et la protection de la biodiversité. Et nous développons donc avec nos équipes de recherche des outils pour aider les agriculteurs dans leur démarche, dans leur stratégie d'apport d'amendements organiques dans les sols et pour les aider aussi à évaluer l'évolution du contenu des stocks de carbone des sols en fonction des pratiques qu'ils mettent en œuvre concrètement sur leurs terres agricoles. Une autre piste que nous explorons dans le domaine agricole, avec une expérimentation qui est en cours au Royaume-Uni, et dont je vais parler avec plus d'humilité parce qu'on est plus au début de nos investigations sur ce sujet-là, c'est l'altération forcée des roches, qui repose sur le principe de la capacité de certaines roches, comme le basalte,
à absorber le CO2 sous certaines conditions. Alors concrètement, comment ça marche? On extrait du basalte d'une carrière, par exemple, on le broie très finement pour augmenter sa capacité d'absorption avec l'atmosphère. On les épand sur des terres agricoles et grâce aux propriétés naturelles de la roche, elle va réagir chimiquement avec l'eau qui sera chargée en CO2, l'eau de pluie qui va se charger en CO2 atmosphérique, lequel va se transformer en bicarbonate qui va ensuite cheminer vers les rivières, puis les mers, les océans, pour se transformer en calcaire. Donc là, c'est nos relations privilégiées avec les agriculteurs qui nous permet de lancer ces expérimentations. Il y a beaucoup à faire encore et à apprendre pour prouver l'efficacité et la viabilité économique d'une telle solution. Et pour conclure, je dirais juste, en lien avec la table ronde précédente, on voit bien qu'on va avoir besoin de ces puits de carbone naturels. J'ai parlé des sols, je pourrais parler des forêts, des tourbières, bien sûr, des zones humides, des océans. Il faut que ces puits de carbone naturels, bien sûr, on les protège, on les restaure parfois. Et en tout cas, tout ça montre bien le lien qu'il y a entre biodiversité, protection des écosystèmes et climat. Tout ça est vraiment interdépendant. Et donc, il faut qu'on raisonne de manière globale sur ces trois sujets et qu'on accorde la même importance à tous. C'est en tout cas la conviction qu'on a chez Veolia. Merci beaucoup. Vous pouvez passer votre micro à Monsieur Pasquier à côté de vous, qui travaille chez Bouygues et qui pilote un programme qui s'appelle Regenéo, je crois, et dont il va nous parler aujourd'hui, qui porte sur nos enjeux et sur la relation avec ses clients. Tout à fait. Merci Philippe. Bonjour à tous. Peut-être donc en préambule, l'objectif de l'intervention, c'est en effet de vous présenter Regenéo et notre approche au sein du groupe Bouygues, et donc de vous présenter la genèse de Regenéo, pourquoi on en est arrivé à créer cette entité. Et en préambule du préambule, je précise qu'en complément de mes activités du coup, en tant que directeur de Regenéo, je pilote la stratégie climat du groupe Bouygues. Et pourquoi je vous précise ça? C'est parce que ça explique aussi un petit peu pourquoi on a eu besoin de cet outil. En quelques mots, il faut se repositionner en 2021 maintenant, il y a 3 ans. La stratégie climat du groupe Bouygues déploie sa composante en matière de réduction de ses émissions, s'intéresse de plus en plus à la partie adaptation, alors aussi bien adaptation de son modèle économique, de sa manière de réaliser l'activité, que l'adaptation des produits et des services qu'elle met à disposition de ses clients. Par contre, à cette date, on n'avait pas encore traité le sujet de comment on va réussir à séquestrer du carbone. Et donc à ce moment-là, on a lancé des travaux d'investigation pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a trait au marché du carbone volontaire. Et finalement, est-ce qu'on a évoqué dans la journée les crédits carbone. Donc on a vraiment une entrée qui est une entrée plutôt climat, de se dire dans un horizon lointain, quand on va, je l'espère, réussir cette réduction, estimons de 90% de nos émissions de gaz à effet de serre, comment on peut déployer des capacités à séquestrer du carbone à hauteur des 10% à minima, voire plus si on peut y arriver. Donc finalement, on a centralisé, internalisé de l'ingénierie pour mieux comprendre ce marché du carbone volontaire. Et finalement, le premier point, c'est peut-être de vous partager le constat qu'on a fait il y a 3 ans autour de ce marché-là. Le premier sujet, c'est que c'est un marché qui est en très forte croissance, alors qui reste insuffisant, mais une croissance tout de même, avec donc de nombreux acteurs qui se sont créés, et donc quelque part une lisibilité du marché qui était amoindrie, en tout cas de plus en plus de standards, de labels, de crédits, qui nous amènent à dire que le marché a besoin d'un peu plus de lisibilité. Autre point, autre constat, c'est finalement parfois cette perte de lien entre l'acte de financer des crédits carbone, de soutenir des projets de séquestration carbone ou d'évitement carbone, et puis les acteurs qui sont sur le terrain. Et parfois, on l'a vu dans des articles, ça a amené à certaines déviances sur le marché qui ont créé de la spéculation et finalement alimenté un certain manque de confiance au niveau des entreprises pour accélérer les financements en faveur de crédits carbone. Je ne repasse pas tous les points dans le détail, mais ce qu'il faut retenir finalement dans notre constat côté groupe Bouygues, c'est qu'on faisait face à
2 voire 3 risques. Le premier, c'était un risque de réputation. On l'a vu, il y a beaucoup aujourd'hui d'articles qui sont sortis sur des entreprises qui soit finançaient des projets qui finalement n'apportaient pas les bénéfices attendus, soit utilisaient le marché plutôt comme un droit à polluer, tandis que nous, fort de ce constat-là, la démarche qu'on développe, c'est plutôt une démarche de contribution, c'est-à-dire comment, à notre échelle, on va pouvoir, en complément de nos actions de réduction, contribuer à augmenter cette capacité à séquestrer du carbone. Et je rejoins le propos de Madame tout à l'heure, quand on voit la stratégie nationale bas carbone actuelle, il y a 2 objectifs, voire plus, mais si on le résume à 2 objectifs, c'est vraiment cette réduction drastique des émissions, mais aussi cette capacité à séquestrer du carbone de manière naturelle qui doit doubler. Et on a parfois tendance à oublier ce compte objectif. Donc finalement, le premier sujet, c'est de bien maîtriser le marché, de bien le connaître pour éviter d'être attaqué et de mettre en danger l'image de l'entreprise, d'autant plus quand on a un groupe éponyme. Et puis le deuxième sujet, en creusant sur ce marché-là, on y voit donc des crédits dits d'évitement, on y voit des crédits plutôt de séquestration. On a un parti pris assez fort qui est donc de se focaliser sur la séquestration et la séquestration naturelle. Donc on rejoint ce que vous dites sur les solutions fondées sur la nature. Et d'après les projections de ce marché-là, finalement, sous un effet d'offre et de demande, mais pas que, on se rend compte qu'il y a aussi un risque financier auquel les entreprises font face et que dans quelques années, le coût du crédit carbone de séquestration pourrait être multiplié par 10. Donc on a un enjeu finalement assez stratégique pour l'entreprise si on se limite à l'indicateur financier qui est de s'attaquer à ce sujet le plus tôt possible. Et puis il y a un sujet plus, on va dire, physique qui nous amène à nous dire que pour pouvoir atteindre cet équilibre entre ce qu'on séquestre et ce qu'on émet, à 2050, il y a une certaine inertie naturelle dans les projets de séquestration naturelle. Ça prend du temps et donc on doit s'attaquer au sujet dès maintenant. Et donc, fort de ce constat-là, on a créé Regeneo. L'idée de Regeneo étant de se dire que si toutes nos entités au sein du groupe Bouygues vont sur le marché du crédit carbone, financer des crédits, sans trop se poser la question de ce qu'elles financent, des critères finalement de choix pour s'assurer de l'intégrité des projets, on va mettre à mal notre stratégie. Donc Regeneo est notre guichet unique pour accompagner nos entités sur ce sujet du crédit carbone de séquestration. Et donc ça, c'est finalement la genèse de l'entité. Si on va un peu plus loin, finalement, je rejoins ce qui a été dit juste avant et puis dans la table ronde précédente. En faisant ce choix de crédit carbone de séquestration naturelle, on a voulu forcément élargir les critères de choix de nos projets de sélection, non pas qu'il y a des critères sur un volume carbone, mais également sur d'autres bénéfices, que ce soit en matière de biodiversité, d'eau, ou aussi d'accompagnement d'une économie locale, mais je vais y revenir. Nos choix, finalement, en synthèse, c'est de se dire qu'on ne va pas chercher forcément à maximiser le volume carbone sur un projet qu'on va soutenir, mais on va chercher cet équilibre entre les bénéfices en matière de biodiversité, notamment, et de crédit carbone, ce qui est très important, puisque, par exemple, si on finance le reboisement d'une parcelle en monoessence, on sera peut-être très bon sur le volume carbone séquestré à terme, mais par contre, on met de côté les bénéfices et les nécessaires bénéfices en matière de biodiversité. En élargissant un petit peu, le modèle actuel de Regeneo, finalement aujourd'hui il faut le voir comme une sorte de cabinet de conseil en fait. L'idée étant en effet d'accompagner les entreprises sur ce marché du carbone volontaire, mais surtout de les accompagner dans l'élaboration de stratégies de contribution climat et biodiversité. En d'autres termes, c'est de dire aux entreprises, vous définissez des stratégies de réduction de vos émissions, d'adaptation. Et bien, au même titre que ces stratégies-là, il faut pouvoir vous engager sur une stratégie de long terme sur quels sont les critères que vous mettez en place en matière de choix de projet pour séquestrer du carbone, quelles sont les localisations de projets que vous voulez soutenir. Nous, on a fait le choix d'être sur des projets, on va dire, locaux, donc de financer des projets proches de nos implantations. D'ailleurs, on est en contact avec la coopérative de La Rochelle, et donc de travailler avec des partenaires spécialisés qui répondent à nos due diligence, que ce soit
sur la manière de développer les projets, donc quels sont les critères scientifiques qui permettent d'assurer les bénéfices qu'on nous promet. Et puis surtout, je pense que c'est très important, toutes les méthodologies ou tous les outils qui sont mis en place pour gérer et suivre ces projets dans le temps, puisque je le disais tout à l'heure, on est quand même sur parfois des dizaines d'années en termes de développement de projets. Donc on rejoint ce que vous citez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le scope, on a des partenaires qui nous permettent d'agir sur les enjeux de séquestration dans les sols via les nouvelles pratiques agricoles, de boisement, de reboisement. Je vous rejoins sur la partie préservation qui pour moi est primordiale avant de parler de restauration. Mais peut-être pour vous donner un exemple très rapide, voilà, on a eu l'occasion de travailler sur des projets en France qui respectent donc le label bas carbone. On peut travailler aussi avec des projets qui ne sont pas forcément reconnus par le label bas carbone, mais qui, selon nous, avec les écologues qu'on a en interne, ont répondu à notre due diligence. Mais ici, vous voyez en bas à gauche une forêt qui est donc attaquée par les scolytes que vous citiez tout à l'heure, et donc qui ont fait l'objet d'un reboisement. 15 000 arbres multi-essences ont été replantés. Et puis, un exemple que j'aime bien aussi, c'est la plantation de haies le long de parcelles agricoles pour limiter l'érosion, notamment des parcelles agricoles, et puis apporter aussi des espaces pour la faune et la flore qui permettent aussi de générer tous ces avantages en matière de biodiversité. Peut-être en quelques mots pour finir, ça c'est notre partie contribution, on va dire un peu corporate, comment on utilise le marché du carbone volontaire pour décliner notre stratégie climat et biodiversité à l'échelle de la RSE d'une entreprise. Ce qui nous intéresse encore plus chez Bouygues, finalement, c'est comment on peut systématiser cette approche sur nos projets et comment, quelque part, au-delà de ce qu'on va faire nous, côté Bouygues, on peut proposer ce service à nos clients, ce service de contribution. Et donc, comment, par exemple, quand je suis un Bouygues Immobilier, je mets en place un projet de construction, de rénovation dans une collectivité, eh bien, je peux aussi, en tant qu'acteur privé, venir proposer une solution pour restaurer une zone humide localement. Et je terminerai là-dessus. Pour nous, restaurer une zone humide locale, c'est déjà un acte d'un groupe qui s'intéresse aux enjeux locaux d'adaptation au changement climatique, puisqu'on considère finalement que ces solutions fondées sur la nature sont les meilleures solutions d'adaptation au changement climatique. Et puis, étant donné qu'on est un groupe qui est quand même très attaché au foncier, ça nous paraît évident de proposer ce type de solution en complément de notre activité. Voilà. Merci beaucoup, Arthur, c'était passionnant. Monsieur Nataf, on va aller vite parce que le temps nous est compté. J'aimerais bien du coup que, comme vous allez nous emmener dans le sud, dans le Grand Sud, vous fassiez aussi le pont avec ce qu'a dit Arthur sur l'éthique. Je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup quand on parle d'Afrique, donc c'est bien que vous... Oui, absolument. Voilà. Alors, donc je ne vais pas reprendre les choses qui ont été déjà dites maintes et maintes fois, mais simplement les puits de carbone donc, ont également la possibilité d'être développés, pas simplement... Mettez votre micro un peu plus pas simplement sur le continent européen, même si le cadre légal est défini par l'Union européenne. On a un cadre réglementaire européen qui permet d'adresser également le continent africain. Donc, les compensations carbone, elles peuvent reposer sur un ensemble de directives, celles qu'on connaît, le plus classiquement pour les échanges de quotas, mais également, vous avez plus spécifiquement, s'agissant du continent africain, le règlement LULUCF qui permet les émissions liées à des terres, foresteries, également pour des projets en Afrique. S'agissant de l'éthique, nous allons bien sûr y venir. Ici, vous avez sur ce slide un exemple d'une culture à Madagascar. Donc là, en réalité, on a fait pousser des avocatiers à Madagascar chez le fermier lui-même. C'est-à-dire que le fermier lui-même se voit donner le savoir-faire pour une irrigation la plus frugale possible, la plus sobre possible, lui permettant de développer les fruits. Les arbres continuent de lui appartenir, mais on met en place un privilège sur les fruits, c'est-à-dire qu'on peut ensuite récupérer les fruits, en donner une partie à la population locale, si bien qu'il y a également la food security qui est adressée, puisque c'est consommé localement, mais ce sont les avocats qu'on consomme en Europe. Donc les marchés en sont extrêmement friands, et c'est assez frugal en eau dans la mesure où on utilise ces tuyaux qui font perler le goutte à goutte. Maintenant, au niveau de ce que l'on peut faire en Afrique, que ce soit à Madagascar pour les plantations d'avocatiers ou bien au Sénégal,
nous adressons également dans la Fondation Afro l'évitement carbone. Nous avons créé une blockchain pour le continent africain et qui est utilisée non pas simplement comme monnaie, mais également, il faut voir que ce que la blockchain peut apporter, c'est la transparence, le fait de promouvoir la vérifiabilité en matière de projet carbone, parce que la blockchain, elle est non réinscriptible. À partir du moment où vous mettez en œuvre un système de notification ou bien de dépôt de preuves qui n'est pas réinscriptive, vous pouvez lutter contre la fraude. 2 entreprises ne pourront pas acquérir, qui seraient en excès, ne pourront pas acquérir le même crédit carbone. Toute personne ayant la possibilité de le vérifier en ligne, comme ce n'est pas réinscriptible et ce n'est pas effaçable, la blockchain permet une véritable transparence. Au niveau de l'éthique, comme vous l'indiquiez, ça permet de renforcer la confiance dans les projets carbone et de lutter efficacement contre la fraude. Donc nous avons travaillé au niveau des gouvernements avec cette blockchain. C'est la première blockchain qui a été adoptée par une administration souveraine. Et le premier cas était avec l'administration des postes en Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons créé là-bas, c'est la lettre recommandée digitale avec inscription des preuves dans la blockchain. La lettre recommandée, c'est une notification à force probante. Normalement, on utilise le courrier. Le courrier, pour envoyer un recommandé, donc réclamer un droit sur toute la planète, ça nécessite qu'on écrive sur du papier, ensuite que la lettre soit véhiculée jusqu'à un centre de tri, qu'elle prenne l'avion, qu'ensuite on la présente au destinataire, à sa porte, et l'accusé-réception va refaire le chemin inverse. Donc c'est absolument, c'est vraiment un excès de carbone, et le fait de le digitaliser en reposant sur une application très sobre, une application qui n'émet quasiment pas de carbone parce qu'on est adossé à la blockchain, de Binance. Donc, on ne va pas créer de nouveaux serveurs, on ne va pas créer de nouvelles déperditions d'énergie. On ne crée absolument rien. L'idée ici est de le faire. On l'a fait pendant 12 ans en France, en Italie, pendant des années, la lettre recommandée digitale, avant que la Poste sorte son modèle. L'idée maintenant, c'est de le faire dans tous les pays BCAO, à partir ici de l'exemple de la Côte d'Ivoire, en association avec le traité de Berne, l'Union postale universelle. Donc l'Union postale universelle adresse les 192 pays à l'intérieur de l'Organisation internationale des postes. Si bien qu'on va décliner cette façon d'éviter des excès de carbone sur toute la planète, autant qu'on pourra le faire. Par ailleurs, ce n'est pas le seul avantage de la blockchain par rapport au carbone. Une blockchain permet également la tokenisation des crédits carbone, c'est-à-dire qu'on peut envisager la création d'un token, donc d'une pièce dont la valeur serait 1 tonne de carbone, ce qui facilite au sein d'une même organisation ou au sein de tous les acteurs des puits verts la possibilité de s'échanger les crédits carbone, les acquérir, les payer, avec une traçabilité complète et complètement transparente, que tout le monde peut vérifier, absolument tout le monde. Donc ça c'est un autre aspect qui est la tokenisation des crédits carbone. Enfin, il est possible de créer une plateforme d'échange décentralisée où chacun peut, alors on espère le faire avec des partenaires d'ailleurs que nous avons rencontrés grâce à cette université d'été, donc une possibilité de créer une plateforme où on peut utiliser une blockchain commune et faire ces échanges de façon parfaitement éthique. Un autre cas d'usage, je vais essayer d'aller vite, un autre cas d'usage de la blockchain, c'est le fait de créer des compteurs d'énergie, des compteurs intelligents, utilisant bien sûr l'intelligence artificielle, mais surtout ça permet, par exemple, quand on a une création insulaire, des microgrids d'énergie, ça permet de mesurer exactement la production, la consommation, l'échange d'énergie par le producteur et l'utilisateur. C'est utilisé ça en Asie du Sud-Est, donc ça permet ça pourrait être étendu au crédit carbone également, pour avoir les relevés d'absorption et les impacts environnementaux pour être automatiquement enregistrés sur la blockchain en renforçant la fiabilité et la confiance. Voilà, en fait, je vous ai présenté à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bah, bravo, parce qu'on est à 30 secondes de la fin. Du coup, j'ai juste une petite question. Dites-moi. Où est-ce qu'on en est de cette ceinture verte dont on entend beaucoup parler en Afrique, mais en 20 secondes?
En 20 secondes. Mais écoutez, les gens continuent à investir et s'intéresser à la ceinture verte en Afrique, mais il y a également des projets, individuels qui voient le jour, qui sont pas forcément, qui sont des projets individuels. Ça devient de plus en plus, c'est le cas des fermiers, comme on l'a vu là à Madagascar, où les gens individuellement veulent aller dans ce sens-là et veulent créer eux-mêmes des occasions de créer des crédits carbone. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il me reste à vous remercier tous les 5 parce que je crois que vous avez été parfaits dans le timing. Et merci beaucoup de votre attention.